Le but de la réunion d'aujourd'hui, c'était peut-être de faire un petit état des lieux et de pouvoir proposer aux personnes, d'avoir une image de ce que ça peut représenter la CEF et de ce qui a pu s'y passer. Et aussi de prendre, des exemples par rapport, au duodé et pour les gens qui auraient éventuellement fait du duodé, de partager un peu ce retour d'expérience, sur les duodés et ce que ça peut apporter à l'entreprise. Heu, Ce qu'on vous propose dans un premier temps, c'est on va vous faire une petite vidéo qui est un premier témoignage qui permettra de rentrer dans le vif du sujet, du duodé, pour, vous présenter, un retour d'expérience d'une entreprise qui a accueilli du duodé. Alors c'est pas quelqu'un de l'APM, mais, ça permet d'avoir un retour sur, ce qui s'est passé sur les duodés et comment est-ce que ça peut être vécu. Heu, on fera après des témoignages, internes, des personnes qui sont autour de la table pour vous expliquer, ce qui s'est passé dans leurs entreprises ou ce qu'ils peuvent faire dans leurs entreprises et on continuera après par la suite avec un point pour, vous donner envie par la suite de faire des actions au sein de vos entreprises. Donc je vous propose éventuellement, c'est qu'on passe par cette petite Vous voulez un vidéo. café? Alors, je te laisse lancer. Il y a une souquette. Et non, et non, là, concrètement, C'est pas raisonnable. Ah, si, un peu. tu la reprends en stock Allez, et je puis m'appelle. voilà. Je m'appelle Julien. Et je m'appelle Julien. Voilà. Donc Julien a intégré Boulanger au travers du duodé en 2017. Il a fait un stage avec nous. Oui, c'est ce jour. Voilà, 15 jours. Et Julien donc, était complètement content et satisfait, et nous aussi. Et donc on lui a proposé d'être avec nous durant une année au travers d'un contrat de mise à disposition et qui s'est parfaitement déroulé en Oui. 2018. C'était bien. Et on continue justement sur cette année Voilà. dans le but justement d'intégrer Julien au sein de notre équipe Boulanger en CDI. Le premier poste de Julien c'était à l'accueil avec la prise en charge client, accueillir les clients. Voyant qu'il avait une qualité d'accueil qui était très bien, qui était au top, ça passait super bien. On a eu l'idée de faire le petit déj client et Voilà. de partager ce moment avec nos clients. Oui, Et, ça fait plaisir aux clients. voilà, tout s'est bien passé et on a voulu aller plus loin justement dans la démarche. C'est de confier d'autres tâches à Julien, à savoir des tâches d'équipier client, c'est-à-dire faire du déchargement camion et ainsi que de la mise en livraison. Et tout ça justement pour mettre en valeur Julien, justement, Oui, le mettre en avant, savoir qu'il était capable de faire beaucoup de choses. c'est vrai. Et voilà, et en plus il est super volontaire, il est très positif. Et Et je suis tout sur à fond. et voilà, t'es à fond et c'est très agréable et c'est génial. Voilà. Voilà, fini. De travailler avec lui à ses côtés, c'est toujours de la bonne humeur, toujours le sourire. Donc déjà ça c'est une très bonne chose. Moi qui suis en surface, en vente avec la clientèle, c'est très important d'avoir cet état d'esprit et lui il a tous les jours. Notamment quand il fait l'accueil client le matin, d'entrée les clients ils ont la pêche, ça leur donne le sourire. Nous pareil on a de l'enthousiasme, ça nous donne de l'enthousiasme. Des fois on a des passages dans la journée où on est peut-être un peu fatigué ou un peu dans le mou et c'est vrai que de le croiser, lui il a toujours la pêche, toujours en train de venir nous chambrer même, voilà, une touche d'humour et c'est vrai que voilà, il nous donne automatiquement le soleil donc c'est surtout un sacré caractère. Ouais. Voilà. Ouais, non, je rejoins Johan sur tout ce que tu as dit. Après, c'est vrai que c'est au quotidien qu'il nous apporte quelque chose. On est content de venir, on est content qu'il soit là, on est content qu'il soit avec nous, même pour les clients, ça leur montre qu'on peut évoluer, que tout le monde a sa place dans l'entreprise et dans la société. Et voilà, je pense que c'est quelque chose à développer de plus en plus pour démocratiser tout ça. Donc au départ, on a donné comme mission à Julien de faire une mise en rayon sur l'ensemble du magasin. On a rencontré une difficulté, c'est que beaucoup de produits ont un faible impact visuel. J'ai contacté justement l'ESAT Agnellis, car n'étant pas du métier, je ne voulais pas mal faire et donc contacter les professionnels de l'ESAT pour leur demander de l'aide. Et donc ils sont venus immédiatement, ils ont répondu à nos attentes et pour résoudre justement cela avec des astuces, des petits aménagements, s'adapter. Donc on a restreint le périmètre d'action de Julien
sur la mise en rayon, à savoir uniquement la faire sur le petit électroménager. Rayon qui a justement un impact visuel, des produits avec un impact visuel important. Tout s'est fait de manière complètement naturelle et donc voilà, il est positif, il est rayonnant et c'est vraiment un vrai plaisir de partager des moments avec lui et c'est ça qui est vachement bien, quoi. Oui. Donc c'est super et voilà, et donc c'est pour ça que tout se passe bien et tout se passe au mieux. Et dès qu'on rencontre une petite difficulté haute sur quoi que ce soit, on trouve toujours une solution, quelque chose et tout ça se passe très très bien. Voilà. Bon, je voulais le terminer là, parce que c'est un bon moment de rebondir là-dessus, Loïc. Oui, en fait, on a choisi cette vidéo simplement pour rappeler ce que c'est que le duodé et échanger sur le duodé. Alors, je sais que c'est très franco-français, hein, désolé Nathalie qui est pas en France et qui a pas cette activité-là, mais elle peut très bien le reporter et le faire autrement. Le duodé, je sais pas, pour ceux qui connaissent pas, c'est juste une journée où on accueille, dans ces locaux, en affectant à une tâche ou enfin à une personne en tous les cas, une personne en situation de handicap pour lui montrer ce que c'est que de travailler dans l'entreprise. Et on s'aperçoit dans les statistiques, mais il y a des gens, qui pourront plus vous le dire que moi, mais on s'aperçoit que dans les statistiques, en fait, cette rencontre qui à l'origine n'est pas faite pour cela, débouche souvent sur, soit une formation, soit une alternance, soit un stage plus long, soit même un emploi carrément, qui est proposé à la personne. Parce que, ben, lorsqu'il y a une rencontre entre 2 personnes et que ça match et que c'est attendrissant et que ça se passe bien, et ben, on a envie d'aller plus loin et de se donner une chance. Donc le message par rapport à ça, par rapport au duodé, c'est, si vous ne l'avez jamais tenté et que déjà vous ne savez pas comment commencer à faire de l'insertion de personnes en situation de handicap, pourquoi pas vous inscrire. Alors, ça vient de se passer parce que c'est tout le temps dans la CEF, hein, le duodé, donc ça vient de se passer il y a 15 jours, mais malgré tout, vous pouvez déjà commencer à y réfléchir pour l'année prochaine et pour la CEF de l'année prochaine. C'est surtout intéressant de pouvoir ouvrir les portes de son entreprise et on se rend compte souvent qu'on a plein de bonne volonté au sein de l'entreprise, de personnes qui sont prêtes à jouer le jeu, à intégrer, à accompagner des personnes en situation au sein de en situation de handicap au sein de son entreprise. Donc du coup, ça peut être super intéressant de jouer le jeu si ça vous est pas arrivé, pour ceux qui auraient envie, en tous les cas, de tenter l'expérience. Je parlais de la CEF et je parlais du duodé. Pendant la CEF aussi, il y a beaucoup d'entreprises qui font des petits événements ou des gros événements d'ailleurs, autour de la communication et autour des événements qu'il peut y avoir, au sein des entreprises pour la CEF. Donc la CEF, c'est, une mise en lumière en fait de ce qu'on peut faire dans le monde du handicap ou en tous les cas, c'est une mise en lumière du monde du handicap, de façon à connaître ce monde du handicap. Et de pouvoir expliquer aux gens que, le monde du handicap, c'est pas grave. On peut accueillir des gens en situation de handicap dans nos entreprises et on peut leur confier des tâches. Et aujourd'hui, c'est pas forcément, des adaptations qui peuvent être très lourdes, pour pouvoir les accueillir. Il y a de tout type. Par rapport à la CEF, je crois que c'est Tania, si je ne m'abuse, tu as fait des choses ou en tous les cas le ATT a fait des choses, si je me souviens bien et que tu pourrais partager? Oui, donc EATT, pour ceux qui ne connaissent pas, on a beaucoup d'acronymes dans notre secteur. C'est donc l'entreprise adaptée de travail temporaire. Il s'agit en fait d'un dispositif assez récent que l'État a lancé fin 2019. C'est de l'intérim, tout simplement. Ce sont des agences de travail temporaire, mais qui sont exclusivement dédiées aux personnes en situation de handicap. Et donc, dans le cadre de la semaine pour l'emploi des personnes handicapées, nous avons travaillé avec nos clients sur des actions pour les accompagner dans leur recherche de nouveaux salariés en situation de handicap. Et donc, les modalités qu'on a utilisées, c'était notamment du job dating, donc au sein des entreprises, mais aussi du workshop d'entreprises inclusives, c'est-à-dire que à partir du sujet de l'inclusion des personnes handicapées, les entreprises inclusives partagent en fait entre pairs leurs expériences. Et du coup, ça vient aussi éclairer les entreprises qui veulent devenir inclusives. Donc voilà, c'est réunir en fait des entreprises qui ont
un savoir-faire dans le domaine et l'échanger entre pairs. Donc, c'est le workshop. Et puis, on travaille étroitement avec le service public de l'emploi, hein, le Pôle emploi, le Cap emploi, la mission locale. Donc, Cap emploi, c'est le Pôle emploi spécifique pour les personnes handicapées. Et donc, on organise aussi des forums de recrutement. Là, quand on a un ensemble de clients qui recherchent des personnes en situation de handicap dans des domaines complexes, on s'associe aussi avec des organismes de formation et on envisage des montages d'actions spécifiques. Donc, voilà, cette semaine-là, alors évidemment, on n'attend pas cette semaine pour faire ce genre d'action, mais on essaie de se concentrer sur cette semaine pour mobiliser les entreprises, les partenaires, les organismes de formation pour accompagner les personnes handicapées dans leur recherche d'emploi et les entreprises dans leur recrutement. Voilà. Et donc, le principe de l'intérim est utilisé là pour le coup, pas uniquement pour de l'intérim, hein, vous l'aurez compris, mais aussi pour aider les entreprises à recruter. Donc, la période d'intérim sert en fait d'une sorte de période d'essai, tant pour la personne handicapée que pour l'entreprise. Et donc, on a aussi pratiqué le témoignage, donc des forums aussi où les entreprises témoignent d'expériences réussies. Donc, ça, c'est aussi une approche. Maintenant, en dehors de l'action de l'entreprise adaptée de travail temporaire, nous sommes aussi sollicités par les entreprises qui mènent des actions de sensibilisation sur le handicap dans leur entreprise. Donc, il y a des entreprises qui profitent de cette semaine-là pour communiquer sur l'emploi des personnes handicapées. Et du coup, ce que vous pouvez faire, c'est sur votre territoire, vous approcher des associations de proximité, du secteur médico-social ou votre Cap emploi, de sorte à pouvoir organiser au sein de votre entreprise un temps dédié. Alors, ça peut être de l'expo, hein, ça peut être de l'expo photo, ça peut être du témoignage, ça peut être aussi peut-être faire témoigner une personne qui a une expertise dans le domaine, mais ça peut être aussi aller visiter un ESAT, aller visiter une entreprise adaptée. En tout cas, sachez que le secteur médico-social ouvre grand ses portes de ces établissements spécialisés et parfois, souvent d'ailleurs, des chefs d'entreprise nous disent « mais c'est incroyable ce que vous faites, on n'imaginait pas une seconde que vous sachiez, que vous ayez ce domaine d'expertise, que vous ayez ce niveau de complexité dans vos activités ». Donc, voilà, c'est en vrac entre ce qu'on a fait, ce qu'on sait faire et pour vous donner des idées. Est-ce que, merci Tania, est-ce que, déjà, est-ce que vous avez des questions pour Tania éventuellement? Est-ce qu'il y a des gens qui voudraient interagir par rapport à ce qui a été dit? N'hésitez pas. Moi, oui, j'ai peut-être une question, Julia Catin. Quand vous dites n'hésitez pas à vous rapprocher de cellules locales qui peut-être sont compétents sur ces domaines, est-ce qu'il existe aujourd'hui une plateforme un petit peu, vous voyez, qui centralise justement tous les acteurs ou est-ce qu'il faut un peu aller à la pêche aux acteurs, on va dire? Alors il y a effectivement des unions qui peuvent vous éclairer de sorte à trouver l'association, l'organisme de proximité. Hein. Il y a l'UNEA qui est l'Union nationale des entreprises adaptées. Après, vous avez le GESAT, G-E-S-A-T, qui réunit les ESAT et les entreprises adaptées. Donc, voilà, pour ce qui est des plateformes, alors ce n'est pas des plateformes, ce sont des fédérations. Mais sinon, si vous vous approchez de votre Cap emploi, le Cap emploi peut être le lien aussi avec ces associations. Et puis après, il y a des réseaux associatifs qui sont plutôt connus. Hein. Il y a l'APF, il y a le réseau de l'UNAPI, hein, l'Union, c'est les associations parentales qui gèrent des ESAT et des entreprises adaptées. Qui sont forcément sur votre territoire parce qu'il y en a partout. Il y a l'UNAFAM aussi pour les structures qui relèvent plutôt du handicap psychique.
Hein, donc l'APF sur le handicap physique, l'UNAPEI sur le handicap mental, l'UNAFAM sur le handicap psychique. Après, il y en a d'autres, hein, ce n'est pas exhaustif ce que je vous dis, mais vous tapez ça sur votre moteur de recherche et vous trouverez forcément dans votre secteur des contacts à prendre. En tout cas, vous serez forcément accueillis si vous avez des projets d'inclusion. Vous serez forcément accueillis à bras ouverts et ça vaut vraiment le coup d'aller voir. Si vous ne l'avez pas déjà fait, ça vaut le coup d'aller voir parce que vous serez surpris de ce qu'on peut y faire. Les modalités aussi, comment on adapte les postes, comment on aménage l'organisation du travail. Des idées peut-être d'ailleurs qui seraient transférables dans vos entreprises, mais en tout cas, c'est une vraie source d'enrichissement d'aller à la rencontre de ces personnes. Vas-y, Jérôme, tu voulais Oui, intervenir. si je peux me permettre, en fait, ça dépend, Julia, où vous en êtes, on va dire, de votre projet, de votre démarche. Donc, si c'est uniquement des actions de sensibilisation, si vous souhaitez mobiliser des personnes, bien sûr, travailler avec ces associations ou ces partenaires qui sont un peu spécialisés sur tel ou tel type de handicap ou sur le secteur adapté. Mais si vous avez vraiment envie de rentrer là-dedans, n'oubliez pas quand même si vous n'allez pas avoir accès à une personne, que vous avez l'AGFIP pour la fonction privée, enfin pour les employeurs privés, alors c'est un peu compliqué d'y rentrer au début, mais si vous y passez un peu de temps, vous allez retrouver des listes d'acteurs. Vous cliquez sur entreprise, je cherche, etc. Et vous allez ensuite avoir accès à ces acteurs. Alors, je ne vous cache pas qu'il faut un peu décoder quand on n'est pas du sérail, mais à partir de là, vous allez tomber sur la liste des Cap Emploi. Si vous cherchez à faire du recrutement, à monter de l'apprentissage, vous allez tomber sur les prestataires d'appui spécifiques, vous allez tomber sur les différents dispositifs qui existent et qui sont susceptibles de pouvoir vous apporter des ressources. Voilà, donc ça, c'est un premier point. Ensuite, vous avez un autre espace qui est très intéressant, c'est monparcours.fr, je ne sais plus comment il s'appelle exactement, je vous donnerai ça dans le lien, je vais le chercher tout à l'heure, mon parcours emploi, je crois, et qui, en fait, vous permet à chaque étape de pouvoir en fait, identifier quels sont les types d'acteurs dont vous avez besoin en fonction de là où vous en êtes et de la demande. Et ensuite, si vraiment vous n'arrivez pas à trouver là, vous avez des réseaux d'acteurs qui, d'abord, il en existe pour les entreprises également, qui sont animés par la GFIP, entre autres, mais qui sont souvent animés par des prestataires pour le compte de la GFIP. Et vous avez ensuite des choses comme le PRITH. Vous faites par exemple dans votre région, je ne sais pas dans quelle région vous êtes, vous tapez PRITH, le programme régional d'insertion de travailleurs handicapés, et là, vous allez trouver un certain nombre on va dire, de représentation de l'écosystème dans lequel vous êtes. Donc voilà, avant de prendre votre téléphone et d'appeler les uns les autres, allez plutôt sur ces plateformes dans un premier temps pour arriver à vous faire une idée. Et puis ensuite, à partir de cette idée-là, de fait, ce que Tania disait est tout à fait pertinent. Monter un partenariat parce que vous avez identifié que ça pourrait être sympa de travailler sur les personnes qui sont malvoyantes. À ce moment-là, vous avez effectivement les acteurs spécialisés. Est-ce que peut-être parce qu'avec tous ces sigles, c'est presque… bon, il y a tellement… Est-ce que ça serait possible peut-être de mettre dans le chat les pistes principaux, Tania et Jérôme, pendant ce visio? Ça serait utile. Comme ça, quand on met tout ça sur le site APME3, on peut mettre les liens et on peut mettre les petites vidéos aussi de vos témoignages. Ça marche. Après, comme disait Tania, il ne faut pas hésiter, et Jérôme aussi, entre les AGFIP, les Cap Emploi, ils peuvent vous orienter, ils peuvent vous accompagner pour trouver des partenaires qui sont adaptés à vos besoins. En tous les cas, merci Tania pour le témoignage. Est-ce qu'autour de la table, il y a d'autres personnes qui ont fait des actions pendant la CEF? Il y avait au moins une personne qui a dit oui tout à l'heure, donc oui, c'est toi, Jérôme, qui a dit oui, et qui voudrait témoigner et expliquer un petit peu ce qu'il a fait et présenter ce que ça peut apporter. Je pense, Anne-Sophie, est-ce que je pense que tu as dit dans le formulaire que tu as rempli que tu avais fait quelque chose. Est-ce que c'est bien le cas? Oui, bonjour tout le monde. Donc moi, je suis à Lyon. Je n'ai pas fait pendant spécifiquement l'événement, enfin la semaine du handicap, mais depuis 1 an et demi, 2 ans maintenant, on a fait un partenariat avec une fondation qui s'appelle OVE, Fondation OVE, qui est une fondation un peu historique sur Lyon.
et qui nous accompagne sur des stages. Enfin, au départ, c'était des stagiaires porteurs d'autisme. Donc, avec différents autismes. Moi, j'ai été mobilisée par un salarié qui a un enfant qui est autiste. En fait, c'est souvent comme ça les départs avec des situations de vie qu'on traverse dans les entreprises. Et qui m'a mobilisée sur l'importance pour ces enfants de pouvoir comprendre l'entreprise et l'entreprise de comprendre le comportement de ces jeunes-là. Et donc, j'ai eu au marketing, à la compta, j'ai une autiste depuis maintenant 1 an et demi à la planification, la saisie des commandes et planification. Et j'en ai un à la production que je viens d'embaucher en CDI. Donc 2 atouts sur cet accompagnement. D'abord, par les stages, on fait connaissance avec l'environnement. Quand je dis on fait connaissance, c'est nous aussi, hein, parce que tout handicap peut aussi apporter des appréhensions pour nous, pour les équipes. Voilà, donc là, pour nous, ça a été une révélation totale et énormément d'attachement avec ces personnes-là. Dans tous les services, ça a été incroyable, ces rencontres. De compréhension, en fait, parce qu'on a fait des feedbacks après les stages sous forme d'ateliers pour que les jeunes stagiaires racontent en fait ce qu'ils ont ressenti de cette expérience de plusieurs mois dans l'entreprise, leurs difficultés. Et donc, on avait fait des petits groupes de 10 salariés qui s'inscrivaient volontairement. On avait fait 4 groupes sur la matinée parce qu'ils ont besoin de temps de pause pour la concentration. Et je pense que personne n'est sorti sans verser une larme de cet échange-là. En tous les cas, ça nous a fait comprendre notre façon d'accompagner et puis redonner envie, puisque du coup, on continue. Et bon, c'est vrai que j'ai eu un autiste Asperger et à la compta, notamment, et à la saisie des commandes des factures fournisseurs, mais sincèrement, c'est une machine de guerre, hein. C'est 3 fois la productivité d'un collaborateur classique, hein. Donc voilà, donc il y a des plus, des moins, et il faut faire connaissance, il faut que la personne soit dans un cadre et une activité un peu répétitive, quoique au marketing, elle nous a fait le film de fin d'année l'année dernière. Donc voilà, donc une belle expérience qu'on poursuit, mais voilà, on est accompagné par cette fondation avec des spécialistes qui les suivent, qui accompagnent régulièrement, qui viennent ici, qui débriefent avec les directeurs ou directrices de service. Donc ça, c'est la première chose. Et puis sinon, moi, je suis engagée dans Les Entreprises s'engagent, donc on travaille aussi dans un collectif de partage sur les actions qu'on peut faire. Et je suis vice-présidente des WorldSkills, et dans les WorldSkills, donc est un événement sur les métiers, et dans les WorldSkills, il y a une compétition des jeunes, hein, puisque c'est moins 23 ans, mais porteurs de handicap. Et là aussi, c'est une façon de montrer leur capacité, les étoiles dans les yeux qu'ils ont sur des activités d'artisanat souvent, mais voilà, qui sont assez incroyables. Et c'est pour aussi montrer que finalement, la différence, c'est dans nos têtes, mais que c'est pour nous des valeurs ajoutées dans nos équipes, dans les entreprises, et c'est important. Tout à fait. Merci beaucoup, Anne-Sophie, pour ce témoignage. Chris, tu voulais dire quelque chose? Non, t'applaudissais, pardon. Excusez-moi. Merci, Excuse-moi, je croyais que tu... J'ai vu que Nathalie éventuellement pouvait témoigner aussi de ce que vous faites. Et c'est intéressant parce que là, on n'est pas en France, si j'ai bien compris. Ouais, mais bon, les problèmes sont les mêmes partout. La dimension est différente, hein, et on a moins de moyens que la France. Donc, moi, j'ai une boîte de conseil au Portugal en innovation sociale et développement durable que j'ai créée il y a 30 ans. Et
une de nos activités principales, c'est pas un biais, c'est plutôt dans notre mission sociale. On est Bicorp. On accompagne beaucoup le thème du handicap au Portugal pour faire un peu de l'advocacy. Donc, on a fait 2 actions pendant la semaine et puis aussi pendant toute l'année avec une association d'entreprises engagée dans le développement durable. On a créé, et puis avec une espèce de fondation aussi, on a créé le premier toolkit au Portugal, qui est un guide en fait pour les PME surtout, qui est comment recruter, inclure, on dit en français, ouais, intégrer des personnes qui ont un handicap. Le handicap, ça veut rien dire, il y a des handicaps. Bon. Donc, on a fait vraiment un exercice de littératie avec des fiches pratiques, avec des exemples, avec des témoignages, avec des numéros de téléphone. C'est un guide qu'on enrichit tous les 2-3 mois, et donc on forme des centaines de RH par an. Et puis évidemment, on fait une campagne spéciale pendant la semaine du handicap. Et ça nous permet de toucher justement des petites et des moyennes entreprises. Et suite à ça, la fondation avec laquelle on travaille a monté une plateforme aussi pour faire le matching entre les gens qui cherchent de l'emploi, les gens handicapés qui cherchent de l'emploi et les entreprises. Bon, ça marche pas vraiment bien. Mais sur la partie toolkit, on s'est rendu compte que c'était super utile en fait d'avoir un guide d'accompagnement étape à étape, problème à problème. La deuxième initiative, ça c'est plus limité parce que c'est ma boîte qui l'a faite. On a créé un cowork d'impact et donc on se coopte pour en faire partie. On n'est pas des consultants super normaux, hein. On est très très activistes. Et donc, ce cowork d'impact, on le partage avec une entreprise sociale qui s'appelle Manicomio. Manicomio, ça veut dire asile de fous, et qui est en fait une galerie d'art brut et surtout une agence de design et de communication qui ne fait travailler que des personnes qui ont une expérience de la maladie psychiatrique. Donc, des gens avec des cas assez graves qui ne pourraient pas aller travailler dans des entreprises plus traditionnelles. C'est pas non plus, on n'a pas des actes, on n'a plus d'entreprise d'insertion en Portugal. Donc, c'est une entreprise privée, mais dont les collaborateurs, il n'y a pas de subvention de l'État. Donc, on vend les services de cette agence de design et de communication, notamment à mes clients, et on cohabite tous avec les artistes et les consultants dans le même espace. Et ça se passe très bien. On a des psychiatres qui sont là, qui n'ont pas de blues, et qu'on n'identifie pas, qui se mélangent au milieu du cowork. Enfin, on sait qui c'est quand même. Et donc, on peut y aller si on a besoin d'être rassuré pour mes collaborateurs ou pour les artistes, s'ils ont besoin d'aller parler. Il y a des sofas. Et donc, ça s'appelle les consultations sans mur. Donc, on peut y aller librement. C'est un peu open bar pour une première discussion, pour régler un petit problème ponctuel. Voilà, c'est les 2 expériences qu'on mène en ce moment. Merci. Par rapport à ce qui a été dit par Anne-Sophie ou à l'instant par Nathalie, est-ce que vous avez des questions, des choses que vous vouliez échanger avec elle? Oui, non? Moi, j'avais une question au niveau de Nathalie. Le guide que vous avez mis en place, c'est quoi? C'est des fiches de bonne pratique? C'est des guides vous poussez jusqu'à où, en C'est fait? un chemin. Donc, ça commence. Pourquoi est-ce qu'on peut intégrer ou est-ce qu'on doit intégrer des personnes avec un handicap? Donc, ça, on commence à poser la question. Comment on fait si on veut faire un projet d'inclusion? Donc, c'est assez basique, hein. On leur dit c'est un projet comme un projet d'entreprise, c'est un projet de management. Donc, il faut y mettre les mêmes moyens qu'on met pour un projet de management. Après, c'est comment on fait où sont ces gens, où on les trouve, c'est quoi le handicap, c'est quoi les handicaps visibles, pas visibles. Donc, encore une fois, ça, c'est plutôt du conceptuel et de la définition. Et après, c'est avec qui on parle, où on va. Est-ce qu'il faut qu'il soit accompagné, est-ce qu'il faut qu'il ne soit pas accompagné? Donc, on essaye d'aller le plus possible dans le détail. Ça, c'est les contenus fixes. Et après, ce qu'on fait, c'est que quand on a le temps, un peu, le courage, on additionne des liens où on va faire des fiches avec des cas, des nouvelles organisations sociales qui se créent,
quelques aides du ministère de l'Emploi et de la Formation, mais bon, il faut 1 an pour les avoir, donc c'est très décourageant. Donc, c'est un guide un peu l'intégration pour les nuls, voilà. On fait du pas à pas, en sachant que les gens qu'on va contacter, notamment les patrons de PME, ils n'ont pas forcément un DRH pour les petites. Et donc, il faut qu'on leur fasse gagner du temps. Voilà. Et après, s'ils veulent, on fait des workshops gratuits toute l'année aussi, où on invite des avocats. On a une loi, elle est moins bien que la loi française, mais bon, c'est ce qu'on a. On a une loi qui va être développée en janvier, là. Donc, c'est pour ça que tout le monde se rue au portillon aussi. Donc, on fait venir des avocats tous les 2-3 mois pour expliquer la partie légale. Et moi, comme ça ne m'intéresse pas forcément la compliance, on parle, nous, vraiment de l'intégration, de l'inclusion. On fait venir aussi des familles d'handicapés. Et en fait, quand on a commencé à faire ça, ça a été hyper intéressant. Parce qu'eux, ils nous ont raconté ce que leurs jeunes ou leurs proches racontaient le soir quand ils rentraient à la maison ou dans l'institution. Et ce n'était pas vraiment le même vécu que l'entreprise, parce que l'entreprise, elle s'émeut avec sa bonne volonté à elle et sa bonne conscience. Et franchement, on ne se rend pas compte de l'image qu'on renvoie à la personne qui arrive. Souvent, dans nos boîtes, il y a une personne handicapée. Donc, tous les yeux sont fixés sur cette personne. Voilà, donc maintenant, en fait, on invite les boîtes, les assos, certaines personnes avec un handicap, quand il y en a qui veulent s'exprimer, et les familles. D'accord. Merci parce que je te posais cette question parce que à l'origine du groupe, quand on a commencé les premières réunions, on a eu cette demande qui est sortie de créer un guide pour le guide pour les nuls. Je rejoins un peu l'expression que tu as utilisée tout à l'heure, qui est OK, je veux bien intégrer des ressources en situation de handicap, mais je commence par quoi? Je commence par où? Et où est-ce que je peux le mettre dans mon entreprise? Pour aller un peu plus loin, c'est quelle tâche je peux lui donner et avec l'image que peut avoir le monde extérieur au monde du handicap, des capacités des gens qui sont en situation de handicap. Donc, c'est pour ça que je te posais la question, parce que ça faisait partie dans la genèse de ce groupe, de cette communauté, il y a eu cette demande qui est ressortie tout au début. Vous l'envoyez, le portugais et le français, c'est pas très différent, vous pouvez voir. Nous, par contre, on ne donne pas de conseils techniques, on n'est pas des spécialistes du handicap. Moi, je connais le monde de l'entreprise, donc je me garderai bien. Donc, c'est pour ça aussi qu'on travaille avec la Fondation qui a écrit un chapitre intéressant sur le handicap au Portugal. Mais après, quand l'entreprise, elle veut savoir quel type de personnes handicapées elle peut intégrer ou pas, et c'est quoi la différence entre l'autisme et le retard, le retard de développement intellectuel, je ne sais pas si on dit ça comme ça en français. À ce moment-là, on les met en contact avec des spécialistes, des associations, vraiment des gens qui savent de quoi ils parlent. Et nous, la seule chose qu'on peut faire, c'est demander à l'entreprise vraiment quelle est sa motivation et comment est-ce qu'elle peut être plus confortable. Mais bon, après, en fait, c'est les rencontres qui changent tout. Donc, ce que je peux faire, Ludovic, je ne sais pas si j'ai ton email. Mais si, certainement dans l'invite quelque part, ou sinon je leur mettrai tout à l'heure, il n'y a pas de problème. Sinon, tu peux l'envoyer à moi, sinon. Mais oui, ça c'est super. Parce que oui, c'est ça, l'idée, c'était de faire un guide pour les membres APM, c'est ça. Oui, tout à fait. C'était dans le cadre des membres APM de savoir, voilà, je suis plein de bonne volonté, mais je commence par quoi? C'est quoi ma première étape? Je commence par où? Déjà, c'était le but de cette communauté, c'est un peu de répondre à cette question-là et d'essayer. Et là où je te rejoins, Nathalie, et c'est ce que je disais tout à l'heure, quand on parlait des duodés, c'est que tout part déjà de la rencontre. C'est-à-dire que les rencontres, c'est très important et c'est aussi lorsqu'on accueille la personne, même si on a une idée de poste au début et qu'on le prend pour cette idée de poste, on va l'accompagner, on va le faire évoluer et comme tout salarié en fait, on va le faire évoluer dans sa carrière pour l'accompagner sur d'autres sujets. En tous les cas, merci pour ce témoignage. Est-ce qu'il y en avait d'autres parmi vous qui voulaient témoigner éventuellement de ce qu'ils avaient fait pendant la CEF ou pas? Est-ce qu'il y en a? Non?
Moi, je peux vous donner quelques exemples de sujets, effectivement. Alors, juste pour repositionner, moi, je suis directeur d'une entreprise adaptée. Donc, l'entreprise adaptée, c'est une structure qui accueille au minimum 55% de personnel en situation de handicap. Donc, au sein de notre structure, nous, j'ai 40 salariés aujourd'hui. Au sein de la structure, on est à 87% nous, de personnes en situation de handicap. Donc, même des managers, même des encadrants sont eux-mêmes en situation de handicap pour un certain nombre. Et effectivement, dans le cadre des CEF, on est souvent sollicité. Moi, je suis dans le monde du numérique, donc on fait du développement logiciel, on fait du développement informatique de tout type, et on est souvent sollicité par les grands groupes du numérique pour venir montrer que, ben, effectivement, c'est pas parce qu'on est en situation de handicap qu'on n'est pas capable de faire, qu'on n'est pas capable de prendre des postes à responsabilité, qu'on n'est pas capable de réaliser des tâches, à forte valeur ajoutée. Et entre autres, on a un exemple, alors ce n'était pas cette année, mais on a un exemple d'un de nos managers. Pour une raison, on était avec Dell à ce moment-là, et pour une raison un petit peu d'événement de la CEF, il y a une journaliste locale, on est basé à Montpellier, donc c'est le journal local s'appelle Le Midi Libre. Il y a une journaliste locale qui a voulu interviewer un manager en situation de handicap. Donc, on s'est présenté avec cette journaliste. On a commencé l'entretien. Il faut savoir que mon manager, il est avec un handicap complètement invisible, mais il est en situation de handicap. Et ça nous a beaucoup fait rire, nous, parce que, et là, je pense qu'elle a changé son regard à tout jamais, cette pauvre petite dame. C'est que ça faisait 10 minutes qu'on était en train de discuter. Puis à un moment donné, elle nous a regardé, elle fait « Et le manager en situation de handicap, il arrive quand ?» Alors ça nous a fait beaucoup rire. Enfin, surtout lui, il a beaucoup rigolé. Parce qu'il a fait, bah, je sais pas, je suis en face de vous et je vous parle depuis 10 minutes. Qu'est-ce qui vous gêne? Et là, elle est restée très bête parce que dans son image, comme dans l'image de beaucoup de monde, la personne en situation de handicap, c'est soit le fauteuil roulant, soit la canne blanche, soit éventuellement de l'appareillage, mais pas quelqu'un qui se tient debout face à vous et qui peut discuter. Donc ça lui a, je pense que cette dame, j'ai malheureusement pas lu l'article après parce que j'ai pas eu l'occasion et j'ai pas regardé, mais j'aurais bien voulu voir ce qu'elle met dans l'article à la suite de cette rencontre parce que je pense que ça a complètement changé son regard sur le monde du handicap, étant donné qu'elle, oui, ça faisait 10 minutes qu'elle discutait avec la personne en situation de handicap avant de se rendre compte que c'était bien lui. Et ça, je trouve que ça fait partie des choses qui sont importantes, et c'est la rencontre qui fait ça. Et c'est parce qu'on a une méconnaissance du monde du handicap qu'on ne sait pas trop à quoi ça peut ressembler et ce qu'on peut faire éventuellement. Ça, c'est un exemple. Après, pour être peut-être dans des sujets un peu plus légers, mais Tania l'a dit tout à l'heure, dans les actions qu'on peut faire aussi sur la CEF, ça peut juste passer par des expos photos ou simplement déjà une affiche, déjà rien que rappeler qu'il y a la CEF qui existe, rappeler que le monde du handicap existe et que vous allez voir qu'au sein de vos entreprises, vous aurez certainement des gens qui vont réagir. Et souvent, je ne sais plus qui l'a dit tout à l'heure, mais je crois que c'est Anne-Sophie qui le disait, ça peut venir d'un collaborateur qui est soit lui-même en situation de handicap ou qui le devient, ou voir qu'il y a un enfant en situation de handicap ou qu'il y a comment dire, un parent ou un proche qui est en situation de handicap et qui est heurté à la problématique de l'emploi. Et ça peut venir d'une action individuelle pour pouvoir faire des choses très importantes au sein de l'entreprise. Le dernier point aussi, pourquoi faire une action au sein de son entreprise lors de la CEF? C'est un point qui est assez récurrent, c'est de démontrer aussi qu'on est handi accueillant dans notre entreprise et de pouvoir faire déclarer les gens qui ne sont pas déclarés en situation de handicap au sein de l'entreprise. Ça, c'est un gros problème aussi, souvent pour les entreprises, c'est de pouvoir les identifier. Mais les identifier, non pas pour les taguer, non pas pour dire je remplis mes 6%, mais pour bien leur faire comprendre que peut-être qu'un jour, aujourd'hui, c'est peut-être pas le cas, mais peut-être qu'un jour, ils auront besoin d'une adaptation de poste, peut-être qu'un jour, ils auront besoin d'un peu plus d'aide que ce qu'ils ont en ce moment et que le fait de faire des actions pendant ces semaines-là montre que vous faites quelque chose dans vos entreprises. Donc, ça peut être aussi important, je pense, de montrer que l'entreprise est handi accueillante ou handi, en tous les cas, elle met en place des choses pour faire pour faciliter l'emploi des personnes en situation de handicap et accueillir plus facilement.
Je ne sais pas si il y a des questions par rapport à tout ce qui s'est dit pour l'instant. Si ce n'est pas le cas, ce que je vous propose, c'est éventuellement, pour vous donner des idées, je crois, Jérôme, tu peux prendre la main par rapport à ce qu'on... donner des idées un peu d'actions qui peuvent être mises pendant la CEF. Donc Jérôme, je te laisserai te présenter au passage et ce que tu fais, comme ça, ça permettra de représenter un petit peu ce que tu peux proposer ou en tous les cas les types d'actions qui peuvent être proposées souvent sur les CEF. Et si tu veux projeter, tu peux normalement partager l'écran, tu veux projeter des slides? Oui, tu m'as passé la main? Normalement, tu devrais avoir... Normalement, tu as la main, ouais. Oui, c'est bon, j'ai l'impression que c'est le cas. Ok, super. Non. Bon, écoutez, bonjour à tous. En 2 mots, moi, j'ai créé un cabinet il y a 28 ans et qui était sur la RSE et sur l'accompagnement des structures relevant de l'économie sociale et solidaire. Ni l'un ni l'autre sapait avec ces termes-là, donc vous oubliez les terminologies, mais en gros, c'était aider les entreprises à prendre conscience de la nécessité de ne pas externaliser les problématiques sociales et les structures à être plus efficaces, les structures relevant de l'économie sociale et solidaire. Voilà. Ça ne fait que 18 ans que nous sommes spécialisés sur le sujet du handicap parce que ce sujet est pour nous très révélateur de la manière dont les entreprises pensent, enfin et les individus d'ailleurs pensent la différence et le handicap, il est marrant parce que, comme l'évoquait très bien tout à l'heure dans son explication Ludovic, on a un cerveau qui nous fait nous être impressionnés par ce qui apparaît d'une manière extrêmement forte. Alors, du coup, c'est pour ça qu'en général, quand on parle handicap, immédiatement, notre cerveau voit le fauteuil roulant. Mais en fait, quand on voit quelqu'un qui voit comme ça et qui a une drôle de tête, c'est évidemment ce qu'on va retenir de lui. Mais quand on va retenir ça, et a fortiori pour des handicaps invisibles, on va retenir 2, 3, 5% peut-être de ce qui le caractérise et pas plus. Mais notre cerveau, il ne peut pas faire autrement parce qu'il a besoin, pour réagir vite, pour mémoriser, pour savoir comment réagir, pour raconter une histoire, pour faire le récit, il a besoin en fait il a besoin en fait d'aller à l'essentiel et il se met en mode automatique, c'est-à-dire le mode qui dépense le peu d'énergie, qui est hyper rapide, mais qui a toutes les chances de se planter. Et en fait, par rapport au handicap, on a besoin d'avoir des éléments qui nous réveillent pour nous dire attention, notre premier mode de pensée, c'est pas forcément le bon. Si on objective un peu derrière ce qui nous apparaît en premier lieu, il y a des choses qui sont, il y a des richesses en fait qu'on n'a sans doute pas exploitées. Voilà. Donc accueillir des personnes en situation de handicap, si ça doit être uniquement faire du bénévolat, c'est pas la peine. D'ailleurs, vous risquez de rencontrer des personnes en situation de handicap qui jouent très bien les handicapés et qui vont se conformer absolument à ce que vous avez envie qu'ils soient. Sauf que ça ne fait pas avancer le schmilblick, ni pour vous, ni pour les autres, parce que, en règle générale, si vous l'accueillez dans l'entreprise, au bout de 3, 4, 5, 6 ans, il a perdu à peu près 80% de son efficacité parce qu'il s'est conformé tout simplement à ce qu'on attend de lui, c'est-à-dire quelqu'un qui est à moitié d'eux, un quart d'eux, de ce qu'on peut apporter en termes d'efficacité. Toutes les personnes qui ont un peu réfléchi et qui témoignent vous le diront en situation de handicap, elles le diront surtout, ne baissez pas le niveau d'exigence par rapport à nous. Voilà. Alors, pourquoi je vous parle de ça au début? C'est parce que, du coup, les actions de communication et de sensibilisation qui sont en amont de la démarche. Donc, nous, on accompagne bien sûr les entreprises, les employeurs, mais aussi les grands dispositifs, y compris des acteurs comme des entreprises adaptées, des Cap Emploi ou autres. Quand on met en place une démarche vis-à-vis des entreprises ou des employeurs en règle générale, on essaye aussi de voir comment leur représentation, leur regard sur le handicap est posé, parce que si c'est pour donner une expérience négative supplémentaire parce qu'au bout d'un moment ils vont être rejetés, ce n'est pas la peine. Qu'est-ce qui fait qu'une entreprise va à un moment donné réellement bouger, c'est-à-dire va jouer sur ce qu'on appelle l'inclusion, la partie collective de l'inclusion, et pas uniquement la partie compensation, entre guillemets. Parce que si on ne garde que la compensation comme politique, vous comprenez bien que la compensation, c'est essayons de faire venir quelqu'un d'handicapé, quelqu'un de normal, quoi. C'est comme si la norme, en fait, c'était absolument l'objectif qu'il fallait qu'on atteigne. En fait, l'inclusion, ce que portent les lois, notamment depuis 2005, et qui se sont évidemment accélérées, en 2018, on en a rajouté une sauce, et c'est pour ça qu'on appelle en situation de handicap, bien que le terme situation est un peu particulier, parce qu'on le met à toutes les sauces, c'est parce qu'en fait, probablement, l'environnement dans lequel la personne va le confronter à un handicap. Voilà, une personne qui a une reconnaissance en qualité de travailleur handicapé parce qu'elle ne supporte plus les vapeurs des aérosols dans un salon de coiffure et qui a pourtant été formée comme coiffeuse, vous la mettez dans un autre environnement, elle n'est pas en situation de handicap en tant que telle. Voilà. Alors, pourquoi je vous parle de ça? Toujours pour revenir sur la sensibilisation, eh bien, au départ, dans un premier temps, il va être important d'identifier en fait ce que vous avez envie de faire passer, sachant que parmi les éléments qui sont les éléments probablement les plus
je vais vous le passer dans l'ordre, c'est évidemment quelle est l'intention que vous avez. Donc moi, je vous inviterai, avant de lancer des actions de sensibilisation, de vous poser vraiment la question, l'intention que vous avez en fait. Hein. C'est quoi votre intention par rapport à ça? Et est-ce que c'est de faire bouger les marques en interne? Est-ce que c'est de valoriser ce que vous faites déjà, etc. L'action, en l'occurrence, qui va avoir le plus d'impact en interne, probablement, c'est celle qui va permettre de mettre en place une expérience émotionnelle correctrice. Pour les raisons qu'on a expliquées tout à l'heure. Hein. C'est quoi une expérience émotionnelle correctrice? C'est que j'ai une représentation qui peut vite devenir d'ailleurs un stéréotype et derrière, pourquoi pas, un objet de discrimination. Et donc, cette représentation, pour la casser, c'est exactement la démonstration que font les DOD chaque année. Eh bien, en fait, je rencontre quelqu'un. Et puis finalement, je me dis, mais cette personne-là est vachement intéressante, elle est capable de faire ceci, elle a développé telle chose. Et donc, toutes mes représentations sur le handicap tombent. Voilà, donc ça, c'est un des exemples. Mais il peut y avoir aussi, de temps en temps, un intérêt à ce que le collectif change et se bouge, ou il peut y avoir un intérêt à ce qu'on comprenne mieux, parce qu'il y a pas mal de personnes qui sont dans cette situation, ce que c'est qu'un handicap invisible, par exemple. Ou pourquoi les maladies chroniques sont aussi considérées comme des types de handicap. Donc, déjà, une première réflexion par rapport à ça. Et puis, ensuite, une fois qu'on a commencé à avancer là-dessus, en fait, on pourrait avoir ce mode d'analyse qui consiste à dire, il y a peut-être des actions ou des supports qui sont en mode passif et d'autres en mode actif, c'est-à-dire dans lequel on va impliquer les acteurs pour faire un certain nombre de choses. Donc, c'est que quelques exemples là-dessus. Et puis, on a mis une double entrée qui est on cible l'individu, on cible le collectif, parce que les deux sont évidemment importants. On peut légitimement avoir envie que des personnes en situation de handicap se déclarent quand elles ne l'ont pas raconté, mais si c'est uniquement, alors que toute la vision de l'entreprise est une vision structurée autour de la compétition, autour de la performance, et que tous les indicateurs sont là-dedans, vous comprenez bien que la personne qui est arrivée à mettre en place des stratégies d'adaptation n'a aucun intérêt à se dévoiler si finalement la culture porte en elle les germes de quelque chose qui va pas supporter, on va dire, la moindre fragilité, par exemple. Hein. Voilà, alors quelques exemples ici, vous voyez en mode passif, individuel, des sets de table que vous avez dans des restaurants d'entreprise. On fait beaucoup, nous aussi, par exemple, de mailing pendant la semaine la semaine européenne pour l'emploi des personnes handicapées. C'est-à-dire que chaque jour, la DRH ou le correspondant handicap, quand il existe, ou le référent handicap, va relayer, entre guillemets, un petit truc un peu marrant dans lequel on va dire « le saviez-vous » et puis on va donner une petite vidéo dans laquelle c'est qu'ils vont faire rire les uns les autres. On va faire un quiz. Et donc, tout ça à travers un mailing qui va alerter les uns les autres. Alors, après, vous avez aussi des goodies que vous pouvez utiliser. Ludovic n'en fait peut-être pas, mais il y a un certain nombre d'entreprises adaptées qui sont susceptibles de pouvoir, on va dire, estampiller au nom de votre entreprise. Et puis voilà, quand c'est un mets, par exemple, ou que c'est un vin, et qu'en plus c'est bon, vous voyez, ça peut avoir de l'effet. Les flyers, évidemment, en interne. Si on essaye d'être un peu plus sur le collectif, il y a le mode conférence. Ou vidéo, enfin, vous les faites sur place ou pas. Nous, cette année, on en a fait je ne sais combien sur manager la diversité, sur les handicaps invisibles, sur intégrer une personne en situation de handicap, etc. Enfin, vous avez plein de sujets possibles. Je crois qu'on en a fait 24 en une semaine pour vous dire qu'il y a une forte demande. Puis vous pouvez aussi, dans votre intranet, faire un article en faisant témoigner, par exemple, une personne dont on n'a pas forcément soupçonné, alors il faut évidemment l'identifier, mais dont on n'a pas soupçonné le handicap et qui du coup va faire tomber. Alors ça ne veut pas dire qu'il ne faut parler que des gens qui ont un handicap invisible, mais c'est juste quand même 80% des personnes en situation de handicap. Donc vous voyez, il peut y avoir aussi des affiches dans lesquelles vous mettez un certain nombre d'éléments du style, justement, par exemple, sur les chiffres, enfin, qui va un peu étonner, sur des personnes qui seront en situation de handicap, d'ailleurs des gens illustres et dont on n'imagine même pas quel type de handicap il peut y avoir, des espèces de jeux concours, etc. Si vous rentrez un peu plus sur le mode actif, alors à ce moment-là, le Duo Day, c'est une bonne illustration parce que c'est sur une journée. Et d'ailleurs, n'hésitez pas à aller plus loin que le Duo Day, et y compris pendant la semaine, enfin hors de la semaine européenne pour l'emploi des personnes handicapées, parce que, par exemple, un stage, alors aujourd'hui, vous demandez à Pôle emploi, à Cap emploi, de pouvoir vous organiser ça, ce qu'on appelle les périodes les périodes de mise en situation professionnelle, en fait, c'est finalement un peu des équivalents de stages découvertes dans lesquels vous avez pendant 2 ou 3 ou 4 jours une personne qui peut venir découvrir l'entreprise et puis dans la manière dont elle va tisser les relations, vous allez découvrir autre chose que ce qui est affiché évidemment dans son CV.
pouvez jouer avec les quiz, c'est intéressant de confronter les personnes sur leurs connaissances et leur représentation. Nous, on met aussi sur le plan collectif, on fait des escape games, des espèces de jeux interactifs dans lesquels en fait on joue sur le collectif pour que les uns et les autres apportent des réponses, voire parfois on les met un peu en compétition, ça les fait marrer aussi, même si on n'aime pas trop jouer trop sur le levier de la compétition. Mais oui, quand vous faites des équipes avec des points, etc., vous les entraînez dans quelque chose qui va à un moment donné les étonner, voilà, des ateliers d'échange. Le théâtre forum également, qui est une action très intéressante, c'est-à-dire que ça demande un peu de préparation, mais vous faites jouer une situation un peu compliquée dans laquelle il y a eu des tensions à cause du handicap, et puis ensuite, il y a quelques acteurs au début parmi ceux qui étaient volontaires, et puis ensuite on fait des arrêts sur image et on dit, voilà ce qui s'est passé, décodage, qu'est-ce que vous en pensez dans la salle, et puis ceux qui proposent éventuellement une alternative à ce qui s'est passé et qui s'est mal passé, on dit, tiens, venez jouer le truc, et il monte sur la scène, et il va en fait progressivement faire changer, entre guillemets, l'histoire, le cours de l'histoire de ce qui s'est passé, et ça fonctionne bien également. Voilà. C'était juste pour vous donner un aperçu assez rapide. Alors, vous voyez, des campagnes d'information, ça peut être ça, hein, des contenus écrits tous les jours, avec ce que j'évoquais, mais je l'avais déjà dit. H2 Digital va vous rentrer là-dedans, puis vous allez mener une enquête. On essaye de faire des choses un peu ludiques, mais je vous conseille de le faire. Les ateliers, c'est souvent une approche qui est plutôt une approche applicative, dans laquelle on va peut-être dans un premier temps planter un peu le décor de ce vers quoi on va parler, mais après, il y a des jeux de cartes qui permettent de poser un certain nombre de questions, puis ensuite, on va interroger les uns les autres sur ce qu'ils font. On va ensuite peut-être faire un zoom sur certaines typologies de handicap pour lesquelles les choses ne sont pas très connues, enfin, les sujets ne sont pas très connus. Et puis, voilà, des exemples interactifs qui aussi permettent de sortir, entre guillemets, du handicap. On en fait évidemment bien sûr sur le handicap, mais qui parfois font réfléchir, qui sont un peu en écho finalement à ce qu'on vit nous-mêmes et qui font comprendre comment nous-mêmes nous avons en fait des fragilités et que ces fragilités pourraient tout à fait devenir des handicaps. Bon, j'ai essayé de faire court, j'ai peut-être déjà été trop long, mais si vous avez, voilà, je suis tout à fait disposé à répondre à vos questions. Merci. Non, ça a été, merci Jérôme. Je ne sais pas, est-ce qu'il y a des gens qui ont des questions? Juste, je rebondirai sur ce que tu disais tout à l'heure, Jérôme, sur le fait que effectivement, souvent, ils jouent un rôle quand ils sont en situation de handicap dans nos entreprises. Et entre autres, c'est très vrai avec le monde de l'autisme, où en permanence, ils jouent un rôle pour essayer de se faire accepter et s'adapter. Alors, je pense que Anne-Sophie peut en parler, vu qu'elle accueille des gens dans ce handicap. Mais moi, pour en discuter beaucoup avec eux, en fin de journée, ils sont très fatigués aussi parce qu'ils ont joué le rôle toute la journée. C'est-à-dire que ça les épuise, ça les fatigue parce qu'ils ont voulu donner un change qui n'est pas naturel pour eux, parce qu'ils veulent se conformer à une espèce de norme. Et entre autres, dans le monde de l'autisme, c'est très, très flagrant parce qu'ils essayent de s'adapter et c'est là où on voit qu'il y a une perdition de leur énergie sur ça, alors qu'ils pourraient mettre leur énergie, s'ils se sentaient suffisamment à l'aise, sur complètement autre chose qui leur permettrait d'être encore plus cohérents et plus efficients. Je ne sais pas s'il y a d'autres personnes qui ont des questions, des remarques par rapport à ce qu'a dit Jérôme. Non, personne ne réagit. Donc voilà, on voulait peut-être On voulait Juste, ouais, Anne-Sophie, pour compléter ce qui vient d'être dit, peut-être juste ce retour d'expérience à leur proposer quand ils intègrent l'entreprise. Je trouve que c'est très important qu'il y ait un partage de leur vécu, de leur journée, qu'ils en parlent. Voilà. Et au début, ils vont pas oser le faire. Mais quand on les interpelle régulièrement sur qu'est-ce qui a été difficile pour eux et qu'est-ce qui a bien marché, enfin voilà, qu'on fait ce petit point et que ça devient finalement une petite routine, ils rentrent dans la routine et comme ça on apprend aussi nous de leurs difficultés et on essaye au contraire au lieu de les laisser rentrer dans un personnage et se surexposer, nous aussi de nous adapter et qu'on soit chacun sur un bout du chemin qui permet de faire progresser finalement l'organisation générale. Tout à fait, merci. D'une manière générale, de toute façon, enfin, pardon de revenir juste là-dessus, mais parce que Anne-Sophie nous le pointe,
Faire changer les relations, ça passe nécessairement par le fait de mettre la personne en situation de handicap au point de vue. Alors non pas pour la mettre en avant sur la scène et pour lui dire regardez comme c'est possible d'eux, parce que là il y a un biais aussi, hein, c'est que du coup on fait des personnes en situation de handicap des Superman et des Superwoman. En fait, c'est les personnes en situation de handicap, mis à part éventuellement les stratégies adaptatives qu'ils ont dû mettre en œuvre en raison de leur handicap que les autres n'ont peut-être pas vécu de la même manière. C'est des gens comme tout le monde, donc pas de on va dire pas de surenchère parce qu'on peut tomber relativement bas, mais ce que dit Anne-Sophie, c'est valable pour tout le monde. C'est-à-dire quelqu'un qu'on intègre, ça ne nous viendrait pas à l'idée de ne pas lui poser la question de savoir si ça se passe bien. Et donc, mettre la personne à la première place, c'est un mode de management et qui ne doit pas être différent pour des personnes en situation de handicap. Et en l'occurrence, ce qui est un vrai avantage, si on le fait vraiment d'une manière systématique avec ces personnes handicapées, c'est que ce qu'elles nous révèlent est tellement loin de ce qu'on peut imaginer ou de ce qu'on peut se représenter. Et voilà, moi, chaque fois que j'ai fait des ateliers, du codev, ou bref, où je mets les personnes aussi au milieu de la table, ça change absolument le regard que les uns et les autres portent. Parce que ce qu'ils nous apportent est énorme. Il y a une émission en ce moment qui est super intéressante là-dessus, où on a des stars là, qui vont aller visiter des gens qui sont touchés par le spectre de l'autisme. Qui sont interviewés, ouais. Qui sont interviewés par des gens. Et le prochain il y en a un qui va jouer le jeu, c'est le président de la République qui va être interviewé. Voilà. Oui, il va jouer le jeu. Ça s'appelle comment? Je ne sais plus comment ça s'appelle, mais en fait, c'est tiré à l'origine, c'est des interviews écrites qui étaient faites et ils l'ont adapté à la télévision. Et ça passe, je crois, un samedi par mois ou un truc comme ça. Ouais. Et effectivement, je crois que c'est en janvier ou février, il va y avoir le président de la République qui va jouer le jeu, qui va être interviewé par ces personnes en situation d'autisme. Vous connaissez le nom Les de Papotins. Les Papotins. Voilà, c'est ça. Mhm. Merci, Jérôme. Oui, Je si, cherchais ça le me dit nom quelque aussi. chose, oui. Je cherchais le nom et je n'arrivais pas à trouver, mais ça, c'est les Papotins. Merci, Jérôme, pour toutes ces explications. Après, pour revenir au sujet initial, l'insertion, ce n'est pas non plus que pendant la CEF. C'est tout le temps. Alors la CEF permet de le mettre en évidence, mais c'est pas que pendant la CEF. Et on voulait juste partager aussi un peu des expériences comme celles que fait Alban, parce qu'Alban aussi travaille un peu sur le sujet, mais lui toute l'année et pas que sur la CEF. Hein. Je te laisse expliquer, Alban, ce que tu fais toi de ton côté. C'est simplement juste, en fait, c'est une précision parce qu'il y a beaucoup de choses qui ont déjà été dites et je suis pas sûr. Enfin, ce qui me fait très plaisir, c'est aussi bien le commentaire d'Anne-Sophie le témoignage d'Anne-Sophie que celui de Nathalie. En gros, on se débrouille. Et puis, on fait avec les moyens et on apprend et on avance comme ça. Et le deuxième point que j'ai trouvé absolument intéressant et qui a un peu été un fil conducteur dans toute durant cette dernière heure, c'est le mot-clé, c'est la rencontre. Et la rencontre, ça ne s'écrit pas dans un guide, la précision, en fait, il y a deux petites choses pour la petite précision. Chez Boulanger, Julien, qui est toujours à fond, il a commencé avec un stage de 15 jours. Tout à fait. Et quand on a un handicapé à soi qu'on connaît, c'est toujours mieux qu'un handicapé qu'on ne connaît pas. Et donc, c'est la première chose. Et la précision que je voulais apporter, c'est que dans le handicap qui commence jeune, donc pas l'accident ni la maladie au cours de la vie, il y a des âges. Et ces âges-là, il y a un premier âge qui est 6 ans, qui est l'entrée à l'école. Alors avant, il y a les âges de diagnostic. Après, il y a un premier âge qui est 6 ans, qui est l'entrée à l'école, où là, déjà, il y a des enfants qui y sont, puis des enfants qui n'y sont pas. Ensuite, il y a un deuxième âge, c'est le 12 ans. C'est la fin de l'école primaire. On ne maintient pas dans une école primaire un enfant qui a plus de 12 ans. Je parle d'expérience, je suis directement concerné. Mon fils est autiste. Le troisième âge, c'est 16 ans. Quand ils sont autistes un petit peu lourds, mais qui sont quand même un petit peu autonomes et qui ne sont pas capables d'aller à l'école traditionnelle, il y a une autre étape là où l'école s'arrête et
et de 16 ans à 20 ans, ils peuvent être maintenus ou mis dans une unité un peu spécialisée, à condition qu'il y ait un projet professionnel. Et le projet professionnel, il est très, très, très difficile à mettre en place parce qu'il y a très, très, très peu d'entreprises qui prennent des enfants en stage. Et plus particulièrement des PME. Donc moi, le témoignage, en fait, c'est pas tant un témoignage, mais je suis une petite structure, on est un petit peu moins de 50. Je suis dans une jardinerie, donc il y a plusieurs métiers dans la jardinerie, c'est une entreprise indépendante. J'ai plusieurs personnes, je ne parle pas du handicap physique, enfin, je les ai un peu exclus du handicap, parce qu'une personne physique assez adaptée, qui a un handicap physique assez adapté, et donc ça, mais plutôt pour des gens avec des retards un peu léger ou des multi-10 et des multi-10 très lourds, dysorthographie, dyscalculie, dysphasie, dyspraxie, et qui cumulent en plus. Bon. Et puis de l'autisme, où c'est sur des handicaps qui sont pas des handicaps physiques, mais qui gênent vraiment le quotidien. S'il n'y a pas un coup de cœur entre le jeune, parce que si on commence à le prendre en stage, et dans un premier temps son maître de stage, chez moi en tout cas, ça ne colle pas. Et ceux qui sont restés et qui maintenant sont en contrat, c'est parce que ça a collé entre les deux et qu'ils ont été intégrés dans l'équipe. Donc, simplement, la précision, c'est la porte d'entrée, comme on ne peut pas forcément tout le temps proposer des contrats en CDI, c'est d'abord, pourquoi pas un stage découverte. Si ça se passe très bien, le stage découverte, il peut se transformer en apprentissage. Et si là encore, ça se passe très bien en apprentissage, dans ces cas-là, ça devient un contrat. Mais j'ai trouvé ça très, très rafraîchissant, tous ces témoignages, non pas bricolés parce que c'est sérieux, mais voilà, qui étaient construits avec la personne. Et pour répondre à une des questions qui a été posée, moi, je me suis rapproché pour les organismes qui pouvaient aider à trouver ou à mettre en lien. Moi, j'ai rencontré un IMP qui est un institut médico-pédagogique et en fait, c'est une école spécialisée qui fait l'école à des enfants handicapés qui ne peuvent pas se retrouver dans une classe traditionnelle, ni dans un dispositif Ulysse qui est dans l'école classique, une classe spéciale. Donc les IMP, il y en a dans toutes les régions de France, instituts médico-pédagogiques. De temps en temps, il y a des instituts médico-éducatifs, donc là, il faut se renseigner. Et puis des CESAD. Le CESAD, c'est des services d'éducation spéciale et de soins à domicile. Le CESAD, chez moi, c'était une association locale qui est venue accompagner l'enfant à l'école, en fait, qui est venu soutenir l'enseignant d'abord l'enseignant à l'école pour expliquer quels étaient les aménagements qui étaient possibles à l'école, et ensuite qui a accompagné l'enfant et mes équipes à l'intérieur de la jardinerie pour expliquer, justement, pour la fatigabilité de l'autiste. Elle a permis de dire de temps en temps, s'il a besoin d'une pause ou d'un break, qu'il fasse sa pause et son break, et c'est pas grave, et on lui réserve une salle à part. Mais au moins, elle a expliqué ça aux équipes pour que les équipes fassent pas d'impair et que chacun soit plus à l'aise, et l'enfant et le membre de l'équipe. Voilà. C'est pas vraiment un témoignage, mais c'est une précision. Super. Merci Alban. C'est très riche. Donc je vois, Nathalie, tu as… Ouais, j'ai une question. Nous, ici, on a quand même un gros sujet avec les entreprises, justement, qui multiplient les contrats à durée déterminée, c'est ça? Ouais. Et en fait, le retour qu'on a des personnes handicapées, surtout des jeunes et des assos, c'est que à la fin, c'est désespérant quoi, de ne pas avoir une relation un minimum stable. Alors bon, on ne peut pas dire que c'est de la discrimination parce que souvent les boîtes le faisaient avant avec les jeunes en général. Maintenant, on a aussi le phénomène que les jeunes n'ont plus vraiment envie de bosser dans les entreprises traditionnelles. Donc, ils leur proposent des conditions en or, mais ce n'est pas encore arrivé aux personnes handicapées. Donc, je voulais savoir comment vous faites pour motiver justement ce qui est une relation quand même pérenne avec l'entreprise et qu'à un moment, elle s'engage.
Moi, j'ai pas de réponse à cette question parce que je suis une entreprise indépendante à taille humaine et donc ça dépend de moi quand je suis dirigeant et des quelques-uns qui ont fait l'effort d'accompagner d'abord les ados et puis ensuite maintenant les personnes qui sont embauchées. Donc là, j'ai ça. Tout ce que je sais, c'est il y a, il y a effectivement des impairs à pas faire. Enfin, il y a des situations, il y a des conditions à mettre en place pour que la personne qui est accueillie puisse être travaillée dans de bonnes conditions. Mais il y a aussi des personnes qui sont je veux pas que ce soit je veux pas que ce soit considéré comme un jugement négatif, mais il y a des personnes qui n'y arrivent pas mais qui sont pas faites pour. Elles sont pas câblées pour ni la patience, ni l'ouverture, et donc avec elles, ça sert à rien ça sert à rien de les pousser ou de les forcer parce que là, c'est catastrophique. Tout le monde est en souffrance. Donc, mais j'ai pas la réponse à la question, donc je coupe mon micro. Donc nous, on est on est en format PME, hein, puisque j'ai 148 personnes. Moi, c'est les directeurs de service qui ont pris leurs décisions et ça a matché parce qu'il y a à la fois l'expérience de ce temps de stage qui était quand même un temps long, donc c'était 6 mois de stage, donc ça laisse vraiment du temps de se connaître, de comprendre et d'adapter l'organisation. Et quand je dis adapter, c'est dans les deux sens. Et en fait, sur le jeune qu'on a embauché à la prod, c'est le directeur de l'usine qui a décidé qu'il faisait extrêmement bien son travail et voilà. Et puis dans d'autres services, ça a matché pour un stage et ça n'a pas matché pour de la continuité. Parfois parce que c'était pas ça qui était prévu, qu'il n'y avait pas de poste, mais qu'on voulait quand même leur donner leur permettre une expérience. Donc, je pense que chaque situation est un peu différente mais c'est la rencontre qui fait la différence. Un peu, finalement, c'est un peu le même format que l'intérim, hein. Nous, on utilise beaucoup l'intérim pour apprendre à être ensemble et à partager les ambitions, les envies des uns et des autres. Et il y a des jeunes, des jeunes ou moins jeunes, hein, en intérim qui vont dire banco pour CDI, et puis il y en a d'autres qui diront non et réciproquement. Et en fait, c'est la rencontre, moi, qui fait la différence. C'est pas l'enjeu du handicap ou pas handicap. On est tous câblés différemment, c'est sûr, hein. Merci, super Anne-Sophie. Et Tania, si tu on a eu 2 personnes aussi sourdes à l'usine. Donc, voilà, chaque fois, il y a des expériences qui sont possibles et puis à d'autres moments qui le sont moins. Merci Anne-Sophie. Donc, on arrive vers le fin. Je vois qu'il y a Tania qui a levé la main. Ensuite, Jérôme, il y a peut-être Dorothée qui pourrait partager quelque chose. On est en contact sur le chat. Elle a mis des remarques très intéressantes. Donc, Tania, d'abord toi, et puis Dorothée, et puis Jérôme. D'accord. Bon, je vais aller vite. En fait, sur pérenniser les contrats en entreprise, il y a une solution assez récente qui s'appelle l'emploi accompagné. Il y a des prestataires sur toute la France, hein, dans tous les départements de France, des prestataires qui sont mandatés pour réaliser de l'accompagnement de salariés en entreprise. Alors, ils ne font pas que ça, mais c'est tout à fait possible de les solliciter. Pour ça, l'idéal, c'est de se mettre en lien avec son Cap emploi, de sorte à vous mettre en relation avec les prestataires. Hein, mais vous aurez forcément un prestataire de proximité. Et donc, c'est financé par l'ARS, la GFIP et le FIP. Donc, c'est une des solutions qui peut rassurer la personne et rassurer l'employeur. Alors, la seule difficulté, c'est que pour Nathalie, comme elle est au Portugal, elle ne peut pas profiter de ces avancées-là. Mais effectivement, en France, il y a des investisseurs sociaux qui peuvent payer les associations pour qu'elles fassent l'accompagnement. On a arrêté de compter avec l'État. Donc, c'est ce que j'allais dire. Je pense que ça peut se transporter sur l'idée, c'est de demander
Ah, si vous dites que ça marche, on a déjà essayé de faire un peu de lobby pour ça. Donc, en fait, on demande aux entreprises, aux fondations, à tout ce qui peut être investissement social, d'aider non seulement à financer les entreprises d'inclusion, mais aussi de financer l'accompagnement parce qu'aujourd'hui, les associations le font gratuitement. Donc, évidemment, à l'échelle, elles ne pourront pas continuer à le faire. Elles ne peuvent pas être sur le terrain en train de s'occuper des gens et dans les boîtes en train de s'occuper des mêmes, enfin, ou d'autres. Donc, notre idée, c'est que ça soit officiel, qu'il faille payer l'accompagnement de gens compétents. Et donc, à ce moment-là, on va essayer de trouver de l'argent pour que ça soit fait par de l'investissement privé. Merci. Merci. Je vais donc, il nous reste 5 minutes. J'aimerais bien, Dorothée, est-ce que tu peux peut-être partager? Donc, on a vu dans le chat que tu dis que tu es entrepreneuse handicapée et avec un handicap invisible. Donc, peut-être tu peux témoigner ou nous partager peut-être ton parcours ou qu'est-ce que… Alors, bon, mais d'abord, est-ce qu'il y a un autre, un autre entrepreneur handicapé ici et invisible? Je ne sais pas. Peut-être qu'il osera se dévoiler. Moi, je me suis dévoilée handicapée très tardivement. Je le sais depuis toujours. Je suis belge et nous, on a détecté tout ce qui est dyslexie, dysorthographie. Enfin, on va dire que je suis une 10 sur 10 dans la vie. J'ai tout multiplié. Elle a été très sympa avec moi, la petite fée de Cendrillon. Voilà. Et donc, j'ai dû apprendre des stratégies, des façons d'apprendre différemment. Et je me suis adaptée, je me suis suradaptée aussi dans ma vie en général, hein, pas qu'au niveau de l'emploi. Donc, quand on parlait tout à l'heure de l'énergie qu'on mettait, qu'en fin de journée, on était très, très fatigué, c'est vraiment le cas. Ça ne se voit pas toujours, mais voilà. Donc, moi, par exemple, par rapport à mon handicap, j'ai des moments où je suis obligée de me retrouver seule, sans personne, pour pouvoir souffler. Alors, comme la plupart des gens normaux, on va dire, mais c'est encore pire. Je peux tomber du jour au lendemain parce que j'ai trop donné, en fait. Donc, à force de vouloir rentrer dans des cases qui ne me correspondaient pas, je suis devenue, comme certains peuvent dire, une tarte. Donc, j'ai décidé très tardivement de ne pas mentir sur mon handicap. J'ai été dans mon parcours que 2 fois salariée. Donc, j'ai toujours été indépendante parce que justement, je ne trouvais pas ma place. Et aujourd'hui, je le suis encore et je suis très, très contente. Et j'aurais du mal à redevenir salariée parce que dans tous les endroits où j'étais, il n'y avait pas forcément d'aide pour les handicapés. Je ne l'ai pas dit, mais j'ai cherché quand même. J'ai rien trouvé. Donc, voilà. Et aujourd'hui, il y a très peu de temps, j'ai été détectée au potentiel. Et ça m'a soulagée parce que j'ai compris pourquoi aujourd'hui, en tant qu'entrepreneuse, pourquoi je suis entrepreneuse en fait. Voilà. Donc, je voulais quand même partager ça avec vous et que je suis vraiment très, très fière de connaître ce groupe et qu'il existe des choses, mais j'ai l'impression qu'on n'en parle pas assez. Je ne sais pas pourquoi et comment ça se fait, mais on n'en parle pas assez. Moi, mon fils, j'ai un fils qui est aussi dyslexique, dysorthographique et puis d'autres choses. Et il est à l'école, il est au collège et je trouve que c'est dur, quoi. Et je ne comprends pas. Je ne comprends pas depuis le temps. Voilà. Après, moi, c'est vrai que je ne considère pas ça comme un handicap. Un handicap, c'est bien quelque chose qui ne correspond pas à la norme du monde, sauf qu'on a de plus en plus de personnes qui sont, on va dire, neuroatypiques, je parle, ou de la diversité. Et est-ce que plutôt le monde ne serait pas en train de changer et de penser de cette manière? C'est des pensées différentes, ce sont des stratégies différentes. Et je pense vraiment qu'on a besoin de tout le monde. Et c'est peut-être par là qu'on peut avoir un changement du monde qu'on désire. Voilà. Donc, je ne sais pas. Je ne sais pas quoi vous dire. En tout cas, faites-leur confiance. Faites-nous confiance parce qu'on est là aussi pour changer le monde avec vous. Voilà. Merci beaucoup, c'est parfait, vraiment, c'était inattendu, mais un moment magique pour terminer cette visio. Donc, merci beaucoup pour ce partage. Donc, c'est Dorothée, c'est ça? Tu t'appelles Oui, Dorothée. c'est Dorothée. Oui.
Et tu es du club de Bordeaux, c'est ça, d'un des clubs de Bordeaux? Je suis animatrice à l'APM et j'anime le club Bordeaux Pierre de Lune. Ah, super. C'est le club du président de l'APM actuellement. Ok, d'accord. Tout à fait. Ouais. Merci en tout cas pour le témoignage, Je vous Dorothée. en prie. Super. On va regarder ça. Merci beaucoup tout le monde. Merci pour votre participation. Et puis, eh bien, on espère vous revoir bientôt. Oui, au prochain visio et sûrement à Nantes. Il faut venir nous voir. On est dans l'espace Métaverne.